Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du laboratoire du logement. Comme vous le savez, notre laboratoire, nous, n'est pas celui d'une école d'architecture ni d'une université, mais une veille sur le logement. Et c'est à ce titre que nous invitons ici régulièrement architectes, maîtres d'ouvrage. Et évidemment, nous sommes très heureux de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle sur cette question essentielle du logement. Et nous avons choisi donc ce thème de la maison groupée et donc nous avons questionné justement les espaces intermédiaires, toute cette question sociale à travers l'espace public, les interférences ou voir les limites entre l'espace public et l'espace privé au sein de ces opérations. L'une est justement qui sont très loin du Grand Paris et ça c'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de ce genre d'opérations en région parisienne, mais là la première est à Fourchambault, voilà, dont vous allez connaître que tout le monde connaît, bien sûr, et puis Corps-de-Barieux que tout le monde connaît aussi, donc dans la banlieue de Toulouse, voilà, qui est une de ces villes périphériques. Et donc on est là sur la question du périurbain, on est sur la question des maisons groupées, donc la question de la densité et du vivre ensemble dans ces nouveaux lieux que des architectes de grand talent comme les deux qui sont ici ce soir, justement, ont expérimenté en différents lieux avec différents maîtres d'ouvrage. Donc je vais les laisser parler. On va commencer peut-être par Fourchambault, qui est beaucoup moins connu que Corps-de-Barieux. On va commencer par là et puis après je vous mettrai en discussion. Justement, nous parlons beaucoup de la commande, le projet et autres. Guillaume Rabilien, c'est à vous. Ça marche? Ouais. Bonsoir à tous. Donc oui, je vais vous parler de notre éco-cité La Garenne qu'on a livrée tout fraîchement cet été, le 31 juillet, qui est une opération de 34 logements locatifs sociaux accompagné de l'aménagement de 2 hectares d'espace public autour de ces logements, qui est issu d'un concours qui a été lancé en 2012 par le bailleur social Nièvre Habitat, donc sur la commune de Fourchambault. La commune de Fourchambault, c'est une toute petite ville industrielle d'à peine 4500 habitants, qui est assez rigolote dans son histoire puisqu'elle a été créée en fait en 1850 comme une agglomération ouvrière autour d'une usine métallurgique en bord de Loire, en périphérie nord-est de la ville de Nevers, que vous connaissez peut-être pas plus que Fourchambault, mais enfin qui est quand même la préfecture de la Nièvre. Donc un contexte qui est, on va dire, mi-rural, mi-périurbain, voire même peut-être urbain, si j'ose le néologisme, avec des usines fermées, une population plutôt vieillissante, et au sein de cette commune, un quartier avec un caractère quasi insulaire, qui est coupé du reste du village par une voie ferrée, qui est quadrillé de petits cours d'eau, non busés, donc avec des franchissements de ponts, et qui est composé principalement d'une grande emprise foncière qui appartient donc aux bailleurs, et qui forme cul-de-sac, cerné par un très joli bois de chêne qui s'appelle le bois de la Garenne. Donc à travers le projet de démolition de... Ça va vite là. C'est moi qui fais les virus? Attends, je reviens. Ok. Donc en fait l'opération elle avait d'abord concerné la démolition d'une barre de logements et donc celle qui nous a concerné la reconstruction sur site de 34 logements et donc l'aménagement des espaces paysagers, c'est ce que je vous disais, sur 2 hectares. Donc avec l'ambition en fait à travers cette opération d'un véritable renouvellement urbain qui s'étende à l'ensemble du quartier et qui permettent d'inventer, encore une fois pour ce quartier quasi insulaire et un peu stigmatisé, vraiment une nouvelle identité, donc avec un fort enjeu d'expressivité architecturale, je le précise parce que ça a conduit, en tout cas d'une certaine manière, de mener le projet. C'était une ancienne plaine maraîchère, donc je l'ai dit, parcourue de ruisseaux, alluviale, qui a été allotie dans les années 30 avec la construction d'une cité ouvrière, d'une cité-jardin. Parce qu'en fait, on n'est pas très loin de Varennes-Vauzelles, qui est une très belle cité-jardin qui a été réalisée par Hennequin, inspirée d'Howard. Et donc, il y a eu comme ça une petite mode dans les années 30 dans la région à réaliser ce genre de choses. Et puis, plus tardivement, une deuxième couche d'urbanisation dans les années 60 avec la construction donc de barres de logement par le bailleur Nièvre Habitat en l'occurrence, qui finalement a commencé dans les années 90 et 2000 à additionner à cette architecture de grand ensemble du pavillonnaire au sens, on va dire, vraiment classique du terme. Donc notre proposition, qui a eu pour
point de fondateur en fait de préserver et de mettre en valeur la qualité paysagère du site. Donc ces grands espaces disponibles que vous voyez sur les photos, son patrimoine arboricole avec son bosquet de chênes et de saules en cœur de site. En fait, une culture très ancienne et enracinée du jardinage, je ne veux pas dire du maraîchage, mais en milieu urbain, en lien avec la cité-jardin dont je vous ai parlé, et une continuité douce. Décidément, c'est pas bien le minutage automatique. Une continuité douce via une passerelle en fait à l'arrière de la gare qui relie malgré tout le quartier avec le centre-ville, ce que vous voyez à droite de cette photo. Donc le projet, il a proposé en fait une structure séquencée d'espace public qui repositionne le quartier dans une espèce de continuité douce comme ça à l'échelle territoriale depuis les bords de Loire jusqu'à ce fameux bois de la Garenne, avec donc des espaces publics assez différenciés, enfin donc plus ouverts, la pelouse des beaux jours, des potagers partagés, la clairière des jeux au milieu du bois de la Garenne, et ainsi de suite. Ce qui a impliqué en fait ce choix de positionner les volumes bâtis en bordure, en lisière de ces espaces paysagers, afin évidemment de redessiner les façades de ces espaces paysagers d'abord, parce qu'ils n'étaient pas forcément extrêmement qualifiés, s'ils étaient grands. Des façades qui permettent d'articuler en fait les différentes échelles qu'on a sur le quartier, donc les bars avec du R+5, R+6, et puis l'échelle pavillonnaire dont j'ai parlé, et qui également offre un faire-valoir à ces nouveaux 34 logements dans le quartier. Donc en fait des lisières qui soient différenciées en fonction de leur localisation dans le quartier, épaisses, et qui forment donc, pour reprendre autrement ce que tu disais en introduction, une sorte d'écotone domestique en fait entre ces différents milieux. Évidemment, ce parti pris nous a obligé à une certaine densité, ce qui n'était pas forcément la commande du concours initialement, et donc à proposer non pas seulement du pavillonnaire classique, mais bien des formes un petit peu plus complexes, intermédiaires, de maisons groupées, voire même vous allez le voir, jusqu'à des tout petits collectifs. Donc des typologies qui soient nouvelles, mais qui puisent dans les qualités domestiques un peu comme ça archétypales, et surtout qui trahissent pas l'imaginaire de la maison individuelle, ce qui est une attention très particulière de la maîtrise d'ouvrage. Donc on a quatre familles architecturales que vous avez découvert ici en dessin, qui hébergent 7 typologies de logements distinctes, du T2 au T4, de l'appartement au sens classique jusqu'à la maison individuelle. Ces 4 architectures, elles partagent 2 points communs. L'obligation d'une part d'avoir un étage refuge pour l'ensemble des logements, puisqu'en fait on est dans une plaine inondable par remontée de nappe dont la cote des plus hautes eaux connues n'était pas connue. Voilà. Ce qui en fait était une contrainte assez terrible, mais qui en fait nous a donné une véritable opportunité, c'est le fait que chaque étage soit obligatoirement un duplex, d'une certaine manière. Et la deuxième caractéristique, c'est leur matérialité, en fait l'emploi d'un double registre, celui d'un béton cellulaire minéral blanc pour tout ce qui est les rez-de-chaussée, et des attiques en ossature bois avec un bardage que vous voyez là sur les photos, on va dire irisé, doré, qu'on retrouve également dans les volets de certaines des typologies. Donc en fait, cette question de la domesticité, à mon sens, elle se joue sur deux registres distincts, qui sont en fait, effectivement, la richesse et la qualité des profondeurs domestiques que vont créer les typologies elles-mêmes, des séquences spatio-temporelles d'accès au logement, depuis l'espace public jusqu'à l'intérieur du logement, le jardin de devant, la séquence d'entrée, le vestibule, le logement lui-même, la générosité de son volume, puis le jardin privatif éventuellement arrière. Qu'on s'est amusé à décliner, mais il y a aussi une seconde question qui est celui en fait de l'imaginaire de ce qu'est une maison individuelle et comment en fait, là c'est plutôt de l'ordre du signe, on arrive à travailler avec cette question-là et donc à satisfaire à cette envie d'habitat individuel qui peut être portée par la maîtrise d'ouvrage pour ses futurs locataires. Et ce qui a beaucoup évidemment intéressé notre maître d'ouvrage, c'est en fait que l'expérimentation qu'on mène sur la question typologique, d'une certaine manière, ne dépasse pas une sorte de limite comme ça infranchissable quant à la question de l'expressivité. Donc on s'est sur ce qu'est une maison en fait tout simplement. Donc on s'est amusé avec ça de manière un petit peu combinatoire. Donc cette question du signe, c'est évidemment la petite boîte avec la maison, sa toiture à 2 pentes et ses 4 faces, qu'on s'est amusé à réévoquer d'une certaine manière avec certaines des typologies qui étaient peut-être celles qui étaient les plus inédites ou les plus audacieuses d'un point de vue du fonctionnement des logements. Mais évidemment, malgré tout, en cherchant un décalage d'écriture qui passe notamment par cette vêture qui à la fois emprunte à l'archétype de la maison individuelle, mais utilise un même matériau sur la façade, sur les toitures,
et avec ce travail en fait sans détail et sans épaisseur, qui d'une certaine manière qualifie d'une manière un peu différenciée les embrasures, la relation du volume au ciel, etc. Et inversement, entre guillemets, ou en tout cas d'une manière un peu différenciée, sur les typologies plus classiques, enfin d'abord, sur ceux-là qui sont en fait pas du tout classiques, puisque c'est des petits immeubles R+2 composés de 2 T3 duplex imbriqués. Pour le coup, en fait, on a joué sur la double combinatoire, c'est-à-dire qu'ils sont pas classiques typologiquement, et on n'a pas produit un objet classique dans son expression, en tout cas classique dans le sens qu'il joue avec cette notion d'archétype. Donc c'est celui, on pourrait dire, on s'est fait le plus plaisir. Mais l'idée était d'inventer des petits haussmanniens ruraux qui permettent d'articuler des géométries d'espace public non orthonormées. Mais on a aussi des maisons individuelles, donc celles qui suivent, où là, pour le coup, d'un point de vue typologique, on est vraiment dans de la maison individuelle avec jardin. Et là, donc, de la même manière, moins d'innovation, entre guillemets, typologique, mais par contre, une recherche d'expressivité architecturale qui ne sera pas celle de l'archétype, mais qui, malgré tout, se fonde sur les qualités domestiques de ces typologies, notamment le fait qu'elles soient avec un accès de plein pied au jardin, donc par exemple, exclusivement des portes-fenêtres et pas de fenêtres, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant avec cette question domestique, c'est que la matérialité et la question d'écriture, en fait, y participent aussi. Comme je disais, avec ce bardage, enfin, ou plutôt cette vêture irisée qui, comme elle change de teinte, d'une certaine manière, change en permanence ce décor quotidien, en fonction, évidemment, de la perception, enfin, de la météo au sens climatique, mais aussi de nos climats un peu intérieurs et de nos points de vue, et qui servent comme ça une sorte de dramaturgie du quotidien. Ça a été aussi un travail évidemment sur la question des jardins et des limites. Donc vous voyez ici en fait tout un travail sur une variété de clôtures, à travers un registre de ganivelles, de haies de saules tressés, de haies champêtres qui participent encore une fois de l'écotone dont je parlais, donc de cette épaisseur domestique entre espace public et espace privé, et qui joue aussi un rôle, excusez-moi, à l'échelle de la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble du site, puisqu'en fait c'est un système de noues qui conduisent l'eau, enfin qui constitue une sorte d'arborescence des eaux pluviales comme ça à travers l'ensemble du quartier, qui fait qu'il est autonome en termes d'infiltration, c'est aussi en lien avec sa condition de terrain inondable, mais qui devient également un prétexte d'épaisseur et de limite entre les espaces publics et privés, et qui structure les espaces publics, qui sont eux-mêmes accompagnés d'une partition de mobilier qu'on a tous réalisé en fait avec un module de madrier de chêne massif de la forêt de Troncé, qui est juste à côté, en tout cas pas très loin du site de projet. Donc du chêne massif qui nous a permis de décliner comme ça une sorte de partition d'objets qui viennent enrichir en fait la séquence d'espace public de l'ensemble du projet. Donc vous avez un exemple ici. Voilà. Je finis avec cette image pour vous dire, en fait, ces maisons groupées, c'était la première opération qu'on faisait de ce type-là, et qui, à mon sens, a un véritable intérêt, qui est, en tout cas pour nous, architectes, à être exploré, pour ce qui porte justement de ce potentiel domestique, à mettre en scène, en fait, de manière très différenciée, les espaces de la domesticité, depuis l'espace public jusqu'à l'espace intérieur du logement, et qui d'une certaine manière est peut-être une manière assez mesurée de répondre à cette injonction qui nous est souvent faite dans ce genre de contexte, qui est de trouver l'équilibre entre voilà, ce fameux imaginaire de la maison individuelle, souvent fantasmé comme archétype, mais sans qu'on y mette forcément beaucoup de consistance en réalité, et une sorte d'attitude plus responsable et plus durable peut-être d'une ville qui soit aussi celle d'espaces partagés. Merci. Bien. Merci. Est-ce que, déjà première question, est-ce que avec le client, maître d'ouvrage, tu lui as parlé d'haussmannien rural comme ça, ou c'est un concept qui est passé très bien, ou c'est ton... c'est assez intéressant, ça renvoie à Cerda qui disait il faut ruraliser la ville et urbaniser la campagne. On voit bien que le mélange de ces concepts, ces croisements sont tout à fait intéressants. Donc comment le maître d'ouvrage il a réagi à ça?
C'est difficile de dire le maître d'ouvrage, en fait. En l'occurrence, c'est un bailleur social, c'est une 50aine de personnes. Christine avait eu la gentillesse de les inviter ce soir. Bon, ils n'ont pas souhaité faire le déplacement, ça leur semblait un petit peu lourd, étant donné la distance, mais en fait, il y a des personnes dans une maîtrise d'ouvrage, certaines qui nous ont suivis et portés pendant l'ensemble du déroulé du projet, depuis 2012, donc pendant 5 ans, avec des discussions épiques sur cette question de ce que c'est qu'un petit immeuble en R+2 en milieu rural, pourquoi une vêture métallique sur des logements alors que c'est destiné à une architecture industrielle. On a réussi à les convaincre. La preuve, c'est que l'opération a été livrée. On a aussi des oppositions qui ne seront jamais tombées jusqu'à la livraison, quoi. Voilà. Ce qui fait que je ne sais pas si on retravaillera avec eux d'ailleurs. J'en sais rien, je le souhaite, mais je ne peux pas le garantir. En tout cas, les habitants viennent de rentrer dans les lieux, ils viennent de prendre possession de ces logements, c'est ça? C'est ça, ils y vivent depuis 1 mois et demi là à peine. Ah oui, c'est tout frais. Merci de nous faire la primeur de cette opération. Donc on va basculer vers le sud très vite avant de reparler. Et donc là, on n'est plus dans la forêt de Troncet, là on n'est plus... je crois que ça marche. Ça marche, voilà. C'est parfait. Merci. On est en zone périurbaine autour de Toulouse, donc grosse métropole avec des villes satellites, hein, dont Cornebarieux, et où tu avais déjà construit oui. une opération en logement en pierre qui avait défrayé la chronique, si même. À ce point-là, je sais pas. Bon. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Enfin, c'est une histoire assez longue, donc elle va se faire en plusieurs étapes, et chaque étape effectivement s'enchaîne avec la précédente, et on va voir comment tout ça va constituer un ensemble cohérent, parce que l'opération, en fait, là, je vais vous montrer une partie de l'opération, puisque sur c'est une ZAC, donc Monge-Croix du Sud, qui a été décidée vers l'aéroport de Blagnac. En fait, Cornebarieux, c'est juste de l'autre côté de l'aéroport, donc on voit décoller les avions, ils passent même pas très loin du site. Et cette ZAC a été dessinée d'abord par un urbaniste, qui est Bruno Fortier, associé à Aubras, qui vont définir donc l'esprit général et aussi bien sûr les contraintes qui nous ont été données pour définir le projet. Alors peut-être qu'on peut voir. Alors je sais pas comment je fais. Ah oui, c'est moi qui vais. Il faut que j'appuie sur quoi? Là, celui-ci, parfait. Donc voilà la ZAC dans son entier. Donc tout ça, tout l'ensemble s'organise autour d'un grand parc urbain ici, entouré de ce qu'ils ont nommé un driveway, et qui va desservir une série donc de lots qui se trouvent donc tout autour. Au démarrage de l'opération, il y a une consultation, une mise en compétition sur une partie de l'opération. Donc plusieurs architectes sélectionnés, associés à des promoteurs privés. Donc donc ce concours, on le perd. Bon, tant pis. Mais par chance, notre projet, et je vais rentrer dans la spécificité de ce projet, qui est notamment son côté écologique, au travers du matériau qui est la pierre massive. Donc c'est une donnée qui est assez importante, que je vais rappeler un petit peu là ici au niveau constructif. On séduit malgré tout le maire de la commune de Cornebarieux, qui décide et insiste pour nous confier une partie de l'opération, ce que l'opérateur, donc qui est la ville de Toulouse, enfin au travers je me sais même plus parce que ça a changé de nom plusieurs fois entre temps, donc l'opérateur de la ville qui va nous confier une partie de l'ensemble. Exactement sur le plan, c'est ici. Alors il y a un objectif très fort
on va dire, écologique, décidé par Bruno Fortier et ses collaborateurs, ses associés au BRAS, et qui va conduire à une définition précise sur chacun des lots, donc d'une attitude architecturale et aussi, bien sûr, directement en lien avec le débat de ce soir, donc des espaces intermédiaires, des espaces donc de circulation interne à chaque îlot, la manière de faire les plateformes, la définition même de chacune des haies qui va composer l'ensemble, des haies de catégorie 1, de 2, de 3, etc., etc. Et c'est tout ce vocabulaire qui va nous servir effectivement à nous engager dans l'opération. Alors, au départ, il y a une... pour être dans un petit peu... Alors, il y a la découverte d'un site, qui est une chose, bien sûr, très importante quand on travaille sur un projet. On est à Toulouse, je ne sais pas s'il y a des Toulousains ici. J'ai découvert, moi, une région que je connaissais un petit peu, mais j'ai surtout découvert qu'il pleuvait beaucoup. Donc, on a des ciels comme ça, constants, envahis par les nuages, de très très beaux ciels. On est aussi dans une zone, on est en périphérie de Toulouse, donc une zone quand même rurale, très rurale même. On peut parler de deuxième couronne, puisque c'est ainsi que les urbanistes définissent un petit peu les secteurs. Donc on est en deuxième couronne de Toulouse. La troisième couronne étant celle où les habitants cherchent à avoir des maisons individuelles, donc on souhaite une maison individuelle. Donc on est un peu à la marge entre un périurbain qui se densifie, et puis cette troisième couronne qui est celle de l'individuel. Donc on est exactement dans cette recherche d'intermédiaire. Il se trouve que, bien sûr, cette recherche d'intermédiaire, il faut aussi qu'elle soit possible pour les opérateurs, pour les promoteurs qui viennent et qui effectivement ont un petit peu de mal, et c'est ce qui s'est passé pour nous au départ, c'est d'avoir beaucoup de mal à trouver dans les directives de la ZAC exactement le bon équilibre financier pour faire ces opérations. Ça va d'ailleurs donner un petit peu cette évolution sur le projet. Alors, un site assez beau, très beau, avec des beaux chênes aussi, une atmosphère quasi anglaise, moi je trouve ici. On a donc des chênes, comme on l'a dit, forêt de Troncet, c'est pas la forêt de Troncet, mais enfin, on a, j'ai vu pendant le chantier, par exemple, je cherche le nom, pas des biches, pas des daims, des chevreuils, voilà, des chevreuils se baladaient sur le site. Donc on était vraiment en périphérie, en jonction avec une nature très très proche, très importante. Alors l'opération, c'est une petite erreur ça. Oui, alors je vais juste montrer ces quelques esquisses qui ont été donc au niveau du premier concours qui a été fait. On avait défini très clairement une intention de travailler avec des bâtiments entièrement en pierre massive, donc en utilisant un matériau, je le rappellerai tout à l'heure, un matériau très écologique, donc un matériau qui effectivement est disponible, n'entraîne pas de dépenses énergétiques importantes, et réutilisable et non recyclable, ce qui est un point assez important, mais on en parlera après. Donc ces éléments vont définir un peu, enfin ces esquisses vont déterminer un petit peu l'approche qu'on va avoir, aussi bien sur des logements, j'allais dire individuels, ici individuels groupés, que sur des petits collectifs, puisque l'opération va consister à réaliser aussi bien des petits collectifs que des individuels, jusqu'à l'individuel isolé, indépendant. Donc toujours cette recherche, bien sûr, dans la maison, des espaces complémentaires qui sont indispensables, autant sur, j'allais dire, l'intermédiaire, c'est-à-dire entre le privé et le public, ou l'usage, disons, des espaces privatifs au travers des pergolas qui vont aussi être des espaces que j'appelle des espaces climatiques. Alors ça, c'est une vue aérienne qu'on a découverte récemment qui vous donne une assez bonne vue d'ensemble de l'opération.
Alors nous, les terrains qui sont concernés par notre intervention sont donc ceux-ci. Donc vous voyez que d'autres opérations sont en cours. C'est une photo qui date quand même un petit peu là, par rapport à la situation actuelle. Alors, pour essayer de comprendre comment les opérations vont s'enchaîner les unes dans les autres, donc on nous a confié en fait un terrain qui est un terrain double. On avait donc un petit terrain ici et un terrain un petit peu plus important là. L'opérateur, le promoteur avec lequel on était parti en premier souhaitait faire surtout de l'individuel groupé, mais des maisons individuelles relativement importantes, de grande surface, parce que la population qui était visée a priori était celle des gens qui travaillaient sur l'aéroport et bien sûr sur Airbus. Donc on est proche des installations d'Airbus. Et en fait, très vite, les études de marché ont montré que ça fonctionnait pas, que ça marchait pas. Comme vous savez que dans une opération, on doit 20% de logements sociaux à minima, il s'est trouvé que ces 20% correspondaient exactement à la capacité de ce petit terrain. Si bien qu'on a, dans l'ensemble de l'opération, réalisé les logements sociaux avant de réaliser cette opération. Et ça, dans le déroulé, c'est très important. Pourquoi? Parce que le logement social fait avec donc un promoteur social, ici en l'occurrence Promologie, qui avait à sa tête un directeur très dynamique, Monsieur Radepont, qui, lorsqu'il a découvert notre travail sur la pierre, a été absolument enthousiaste. Il a dit, mais c'est formidable, c'est extraordinaire, je veux absolument qu'on fasse une opération avec vous de logements sociaux. Et comme, sur le principe, c'était au promoteur, qui était Nexity en l'occurrence, avec qui on devait faire toute opération, on a réussi à négocier et à se dégager de l'emprise de Nexity pour pouvoir réaliser l'opération en direct avec le promoteur social, donc sans être obligé de le réaliser, puisque vous savez que aujourd'hui, malheureusement, c'est même un débat d'ailleurs qui existe, savoir le logement social devient de plus en plus une part d'un ensemble privé, et que dans ce contexte, bien sûr, il est très difficile de porter des objectifs de qualité à un niveau important. Bon, on peut en débattre, débat sur les problèmes, mais pour nous, ça a joué de manière extrêmement positive. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé donc cette opération avec donc Promologie entièrement en pierre. La voici, donc l'image donc. Je pense que, je ne sais pas si ça a défrayé la chronique, mais en tous les cas, nous, ça nous a occupés pendant quelques années. Donc, il s'agit d'un bâtiment entièrement en pierre massive, avec des objectifs, bien sûr, environnementaux, logements systématiquement traversants, des terrasses très généreuses qui prolongent les logements. On est sur du R+2, donc c'est un ensemble assez modeste, mais avec donc toujours l'emploi de matériaux systématiquement donc de qualité. Donc par exemple, toutes les menuiseries sont en mélèze, donc les murs sont en pierre massive, bien sûr. On reviendra là-dessus. Vous voyez, le principe des logements est extrêmement simple, des logements donc systématiquement traversants, des terrasses qui sont même les terrasses d'accès des logements, donc on accède par ces terrasses pour rentrer dans les logements. Donc sur un petit collectif, on a en quelque sorte une gradation depuis l'espace public extérieur, l'escalier qui est ouvert, qui est à l'air libre, et qui va nous conduire donc à l'entrée de ces logements. Donc on voit ici la porte d'entrée des logements qui donne directement sur la terrasse, en quelque sorte qui fonctionne comme une sorte de petit jardin d'entrée, et on voit bien d'ailleurs que les occupants, bon, cette opération date déjà de au moins 5 ans, donc on voit bien comment les habitants petit à petit, j'allais dire, colonisent le bâtiment avec le végétal. Alors ça, c'était une autre image que j'aurais voulu vous montrer, mais enfin qui résulte de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la première, du premier travail, voilà. Et enfin, on arrive. Alors, j'ai pas voulu vous retracer toute l'histoire parce qu'elle aurait été très longue. En fait, sur ce terrain-là, on va épuiser 2 promoteurs privés et c'est le 3e qui va tenir le coup jusqu'au bout. Donc, au départ,
plutôt des logements individuels groupés qui étaient de grande taille. On a travaillé pendant au moins 1 an sur l'opération pour constater que ça n'était pas finançable. Est arrivé à ce moment-là également aussi la crise. On était, ouais bon, des crises, il y en a tout le temps, donc je sais plus laquelle c'était. Enfin bref, le promoteur a lâché le truc et donc tout s'est arrêté. Et c'est nous qui sommes allés chercher des promoteurs, enfin des opérateurs possibles pour réaliser cette opération. On en a trouvé un deuxième avec qui on a fait un nouveau schéma d'opération. Bon. Là aussi, constat d'échec et tout. Enfin, on trouve un jeune promoteur qui veut bien lui aussi à ce nouveau se lancer dans l'affaire. Et alors pourquoi ça a été important qu'on ait réalisé l'autre opération? C'est qu'effectivement, elle a servi d'exemple. Et quand il a vu, qu'il a touché, qu'il a pu dire, tiens, oui, c'est vraiment, hein, il a fait toc 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 comme ça sur les murs, et il a dit, c'est vraiment de la pierre, c'est vraiment, etc. On avait les bilans financiers, on savait que ça rentrait dans des prix tout à fait concurrentiels. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler avec lui. Et là, avec un objectif assez différent, il avait redéfini complètement le programme en accord avec l'opérateur public, bien sûr, l'aménageur, parce qu'il fallait aussi que l'aménageur change un petit peu ses objectifs, modifie les surfaces possibles sur les terrains. Et il a décidé de faire plutôt des logements pour des primo-accédants avec donc à forte teneur sociale, on va dire. C'est-à-dire que notamment une partie de l'opération, ce sont des gens qui sont locataires pendant 20 ans et s'ils restent locataires pendant 20 ans, ils accèdent donc à la propriété de leur logement. Donc on est vraiment dans donc une définition de logement extrêmement petit, très serré dans les budgets, donc une grande densité. Il va même obtenir, au départ, toute cette partie-là était réservée pour faire un parc, et il va obtenir, en négociant avec l'opérateur, de pouvoir y faire une série de maisons individuelles. Donc on voit l'opération se dessiner, une série de maisons individuelles, ici, 8 maisons individuelles dans un terrain extrêmement en pente. Je crois que j'ai dû mettre 1 ou 2 photos, puisqu'on a quasiment un niveau de différence d'un bout à l'autre de la maison. Une série, ce qu'on verra peut-être plus en détail, donc toutes les maisons individuelles groupées, donc en bande. On voit ces séries de ces 6 bâtiments. Et puis 2 petits collectifs, à nouveau, donc qui vont être la dernière partie d'opération, et ceux-ci ont été réalisés il y a 1 an maintenant, et donc ils sont occupés. Alors, une inspiration pour faire ces logements, c'est donc des logements extrêmement simples, donc un parti architectural de grande compacité. Là, on reviendra là-dessus. Pourquoi la compacité? On diminue les surfaces d'échange avec l'extérieur, donc on est extrêmement performant sur le plan énergétique, et donc on s'inspire aussi également de ce qu'on trouve beaucoup dans la région toulousaine, ces grandes maisons assez simples, ces espèces de longères. Ici, on est dans le Lauragais, qui est juste à l'est de Toulouse. Donc voilà, l'inspiration de maisons très simples, en prenant le risque que nous avait d'ailleurs Bruno Fortier avait émis beaucoup de réserves. Il m'a dit jamais on a fait d'architecture moderne, ou plutôt on n'arrive pas à atteindre la modernité avec des toitures classiques, etc. Et nous, on a relevé le défi. Alors pourquoi on fait des toitures qui ne sont pas occupées? C'est parce qu'elles font un tampon thermique. Et avec des tuiles dessus en terre cuite, il est clair qu'on a une grande efficacité énergétique. Alors on voit les bâtisses, donc très simples, des logements donc les uns à côté des autres, séparés par des murs pour les espaces extérieurs, des prolongements toujours de l'habitation avec des pergolas qui viennent prolonger donc ces grands espaces d'habitation, aussi bien du côté des parkings, puisque là aussi on a dû faire les stationnements extérieurs pour des raisons d'économie, et on a des logements assez simples.
Ici, c'est des logements qui ont des petits patios intérieurs, donc qui permettent de séparer le repas du séjour à l'intérieur, avec cuisine, repas, plutôt cuisine, repas, séjour ici. Donc des logements qui sont un petit peu plus profonds et qui vont nous permettre aussi d'avoir des salles de bain à l'étage qui vont donner sur le patio intérieur, donc éclairé naturellement. Ce qui est toujours une petite difficulté dans le logement. On voit ici ces patios. On voit ici les plans du bâtiment, donc on voit bien ici toute l'épaisseur, la matière, des murs de 40 cm d'épaisseur systématiquement, donc qui, bien sûr, du fait de la grande compacité des logements et donc on n'est pas obligé dans ce cas-là d'observer les réglementations thermiques qui, bien sûr, nous défavorisent profondément parce que quand on travaille sur des bâtiments à forte inertie, les réglementations thermiques sont un peu à contre-courant, donc elles empêchent l'inertie thermique, ce qui est un grand débat qu'il faut avoir, parce qu'aujourd'hui, on raisonne sur les logements sur une thermique qui est une thermique annuelle, c'est-à-dire on ne prend pas le long terme dans les considérations. Je reviendrai sur cette question après. Vous voyez donc les logements ici, donc très simples. Alors, justement, je vais vous parler quand même de ce qui fait une partie de la spécificité de cette opération, puisque la totalité fait presque 110 logements, qui sont donc entièrement en pierre massive. Donc, c'est important, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, donc certainement des étudiants. Donc, où est-ce qu'on trouve la pierre? Ben, la pierre, on la trouve dans des carrières. Ici, c'en est une, elle est dans le sud de la France. C'est même une carrière qui a une dimension historique extrêmement importante, puisque c'est une carrière qui est située à Fontvieille, c'est à côté d'Arles, et les pierres qui ont été prises ici, c'est celles qui ont servi à Fernand Pouillon. Je ne sais pas si ça vous parle, Fernand Pouillon, mais j'espère quand même, que je considère comme certainement l'un des plus grands architectes du XXe siècle, bien au-dessus de tous ceux qu'on a l'habitude de monter sur une estrade. Donc c'est ici que Fernand Pouillon a taillé les pierres qu'il a emmenées en Algérie et également ici, donc toutes les opérations qu'il a fait autour de Paris. Donc la pierre, on la taille avec des machines, vous voyez, c'est des haveuses, c'est des grandes sortes de tronçonneuses, on va dire, une lame, une chaîne comme ça qui se balade sur des rails et qui va découper. On soulève les blocs, on les emmène avec des engins, on les recoupe, on les retaille sur des bandes avec des grandes scies circulaires qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de diamètre. Et on taille ces blocs qu'on emporte ensuite, qu'on transporte par camion sur le chantier. Et là, sur le chantier, l'opération est extrêmement simple. Vous prenez votre pierre, comme vous le voyez, avec une pince, et puis vous la posez. Et puis c'est fini. Donc c'est pour ça que c'est très économique. C'est une construction donc très économique et qui va nous permettre justement ici d'atteindre des coûts qui sont très bas, puisqu'on est en dessous de 1 000 € le mètre carré construit. Donc c'est une performance extrêmement importante. Alors vous avez vu quand même dans le dessin des logements, c'est aussi un travail de précision, une grande rationalité de la construction, des portes-fenêtres à rez-de-chaussée systématiquement identiques pour avoir des séries, les fenêtres d'étage aussi pour les chambres, c'est-à-dire qu'il y a une volonté sur une opération de standardiser au maximum les éléments de sorte à pouvoir tenir des coûts et d'obtenir en même temps que ces coûts très bas une grande qualité des produits, puisqu'on va être. Alors vous voyez un aspect du chantier qui est intéressant. Donc on reconnaît là ici sur le côté toutes les individuels groupés. Là tout ça c'est les individuels groupés. Ici vous avez les individuels isolés, donc sur leur petit terrain. Et puis bien sûr en tas ici les pierres qui vont être utilisées. Alors comme vous voyez, elles ont toutes des tailles différentes, elles sont même toutes numérotées, alors on ne le voit pas trop, mais enfin il y a des numéros dessus. Ça c'est une vue du chantier par-dessus, depuis la grue, pour voir, voilà, tout est en pierre. Et ça c'est un point que j'aime toujours souligner quand je présente la manière dont on construit en pierre, c'est que ça nous oblige à dessiner. Alors ça c'est plus la première opération, c'est le bâtiment
le premier que j'ai montré, le petit collectif, c'est que ça redéfinit complètement l'organisation du travail et même la division du travail entre architectes, bureaux d'études et entreprises. On s'aperçoit qu'avec la pierre, l'architecte reprend complètement le pouvoir. C'est-à-dire c'est lui qui définit les éléments de construction, donc il n'est plus soumis aux diktats des bureaux d'études qui vous imposent ceci ou cela. On peut construire, je vais caricaturer un petit peu, mais j'aime bien provoquer un peu, sans ingénieur. C'est-à-dire vous êtes tranquille, vous faites vous-même, la pierre, on sait comment ça tient, on sait comment elle fonctionne. On travaille aujourd'hui sur différentes opérations à Lyon et à Genève, où on a effectivement des opérations assez importantes, entièrement donc en pierre massive, et qui nous permettent aussi là de nous engager, j'allais dire, dans la reprise en main par l'architecte de la totalité du processus de construction. Et ça, c'est un enjeu fort et important, parce qu'il faut que les architectes reprennent, j'allais dire, le pouvoir sur leur métier. On est trop devenus des assembleurs de modules industrialisés. L'intérêt de la pierre, c'est que, comme vous l'avez vu, je peux redéfinir depuis la carrière jusqu'à la pose, jusqu'à la finition, mon bâtiment. Donc voilà, je vous montre quelques aspects d'ici des calpidages. Vous voyez qu'à chaque fois, ça nous permet de définir les types de pierres. Alors on utilise des couleurs parce que ça nous permet de les rassembler. Je crois que voilà, ici, vous voyez, on fait des nomenclatures. Et ensuite, ces nomenclatures, elles servent bien sûr à la carrière pour découper tous les éléments. Et c'est pour ça que je vous parlais de numérotation, parce que chaque pierre est numérotée. Et ensuite, le travail sur le chantier est un strict jeu d'assemblage, donc très rapide. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la problématique du montage à sec. Donc, c'est pour ça que les constructions sont très rapides. Et surtout qu'avec la pierre, comme la pierre est a déjà atteint sa résistance nominale dès qu'elle est posée, on peut monter le bâtiment tout de suite sur toute sa hauteur sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas par exemple avec le béton, puisqu'il faut attendre un certain temps avant que il atteigne sa résistance, sauf s'il est préfabriqué bien sûr, mais s'il est coulé en place, c'est un des problèmes. Voilà. Bon, je vous montre, alors voilà, là c'est les éléments récapitulatifs. Ici, on a travaillé avec l'entreprise pour redéfinir sur certains bâtiments, ils ont redéfini, alors ça c'est des problèmes de responsabilité aussi qui se... Ouais, vous avez même l'indication ici des numérotations donc, qui sont faites sur les ordres de pose, etc. Alors tout ça, ça conduit effectivement aussi à des détails de construction extrêmement, j'allais dire élaborés et en même temps extrêmement simples. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours d'aller vers la simplification, toujours et encore, de sorte à obtenir une construction qui soit rationnelle, qui demande peu d'opérations et qui nous permet d'atteindre un certain niveau de qualité. Alors voilà, une fois après, on commence à construire. Voilà les maisons. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle montre bien toute la dimension de la matière, des jeux aussi que la lumière font sur cette matière. Alors vous avez compris que quand on avait monté le mur en pierre, on faisait plus rien. Il n'y a pas d'enduit, il n'y a pas besoin de faire une peinture, il n'y a pas besoin de doubler par un bardage, etc. Ce qui nous permet ensuite, effectivement, d'avoir une grande qualité au niveau des matériaux utilisés. Les pergolas sont en raie de cédar, les menuiseries sont en mélèze. Alors tout ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce sont des bois de qualité qui peuvent rester sans être entretenus, donc des bois de classe 4, donc qui sont autorisés à rester sans entretien. Voilà, donc alors les maisons, comme vous le voyez, comme on a été obligé de mettre les voitures, les parkings devant les maisons, on en a profité effectivement pour définir une petite séquence d'entrée avec donc ce passage intermédiaire qui aboutit vers, on l'a vu d'ailleurs ici, vous voyez, les gens ont commencé, c'est tout à fait au début, commencé même à, j'allais dire, à
à travailler sur ce petit jardin. Voilà, on rentre par là, on arrive dans la maison, ici il y a les voitures, et on va le voir aussi, bien sûr, les pergolas vont se végétaliser. Il y en a même qui ont commencé à les couvrir. Donc, on voit comment la vie va s'installer, en fait, dans cet ensemble. Donc ça, c'est des photos, comme vous le comprenez, juste à la livraison du bâtiment, enfin pas tout à fait même, on est en fin de bâtiment. Donc on voit donc cette grande homogénéité de construction due à l'utilisation de ce matériau pierre. Vous voyez qu'on est toujours systématiquement, effectivement, avec des portes-fenêtres sur les rez-de-chaussée, des fenêtres simples pour les étages. Ça, c'est les espaces, effectivement, de parking. Certaines maisons, bien sûr, en bout, on bénéficie même des doubles orientations avec des doubles pergolas. Vous voyez ici donc des maisons, maisons individuelles en bande et les maisons individuelles, donc isolées, indépendantes. Ici, dans la pente, vous voyez la pente qui était extrême dans cette partie du terrain. Voilà. Alors, tout ça va bien sûr évoluer, puisque là, on est tout à fait à la livraison du bâtiment. Et voilà, déjà 2 ans ou 3 ans après, je ne sais plus exactement, comment le végétal, la vie va s'installer tout autour. Vous voyez même apparaître des niches ou des cabanes de jardin. Bon, pas toujours le plus heureux, mais c'est la vie. Et comme disait Le Corbusier, la vie a toujours raison. Donc elle s'installe et nous, ben, on regarde, on apprécie. On voit comment ces espaces, grâce au végétal, vont se fondre tout doucement dans la nature, dans le lieu. Et chacun, bien sûr, va... On voit ici les parties aussi donc de la végétation qui commence seulement. Là, ça doit être peut-être la première ou deuxième année de végétalisation. On voit très bien. Alors ici, on est sur des voiries, donc, mais qui sont internes, donc qui sont en cul-de-sac, donc il y a très peu de circulation, et ces espaces qui, devant les maisons, ces parkings qui sont complètement masqués et qui font même donc un prolongement de l'espace d'habitation. Vous voyez la densité quand même, il y a une grande densité de l'ensemble. Toujours donc la présence de la matière qui est importante. Voilà, donc des parties un peu moins végétalisées, parce que chacun bien sûr va à sa guise faire en sorte que son espace privatif soit de qualité ou pas. Voilà, donc quelques images qui permettent de voir, et je pense que ça, c'est des photos d'avant l'été, donc je pense que encore maintenant, il doit y avoir un peu plus de végétation, et ainsi de suite. Chaque année, la végétation va prendre place ici. Voilà, une dernière photo pour apprécier la lumière sur la pierre, donc sur le matériau pierre. Je vais peut-être passer rapidement sur les problèmes de thermique, en disant qu'effectivement, le problème, c'est que la thermique aujourd'hui est calculée sur quasiment sur un an, c'est-à-dire on fait un bilan thermique qui est en fait un bilan thermique sur un an. Il y a des chercheurs de l'école de Zurich, de l'école polytechnique de Zurich, qui ont commencé à faire des études beaucoup plus sérieuses et qui ont commencé à étudier les bâtiments pour voir leur bilan carbone sur 20 ou 30 ans. Et le premier exemple qu'ils ont pris, c'est justement un bâtiment de Fernand Pouillon, Meudon, et ils ont démontré que le bâtiment était d'un niveau de dépenses carbone extrêmement basse, rapporté à l'usage sur 30 ans. Et même si les bâtiments avaient été avec des doubles vitrages, voire des triples vitrages, ils ont fait les simulations, ça aurait très peu changé, en fait, le bilan global. Et ils partent donc de l'hypothèse, qu'ils ont démontré, bien sûr, avec cette étude, que c'est l'énergie embarquée qui est fondamentale. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu considérable à ce que les bâtiments soient construits avec le moins d'énergie embarquée dans les matériaux. C'est pour ça que cette question des matériaux, elle est clé. Parce que vous auriez beau mettre derrière
tous les systèmes de régulation thermique, tout ce que vous voulez comme engin qui vous permettent de ventiler, etc., de faire des trucs hyper performants, ça vous apporte strictement rien, et surtout sur le long terme. Sur le long terme, c'est une catastrophe. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à repenser complètement l'écologie, si je puis dire, des bâtiments de la construction. Voilà, merci. Merci Gilles pour ce cours de construction. Il y a beaucoup de questions qui vont venir, j'en suis sûr. Il y en a une que je voudrais poser à notre ami Ramilien. Après ce plaidoyer pour la pierre, est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait l'opération de Fourchambault en pierre? Est-ce que déjà là, il n'y a pas l'esquisse d'une sorte de remords, ou bien tu maintiens que finalement c'était la bonne option? Bah, évidemment, en écoutant Gilles, on peut que tomber amoureux de la pierre, et même avant de l'écouter. Mais et donc, elle a ce matériau a des qualités qui sont manifestes. Peut-être qu'à la différence de Gilles, je considère que c'est pas le seul qui en est. Nous, on construit beaucoup en bois, par exemple, mais avec un souci qui est assez proche de celui qui est décrit, c'est-à-dire effectivement d'avoir en tout cas un souci, et ça, franchement, c'est un message qu'on doit adresser effectivement aux jeunes, à nos étudiants, etc., qui est les choix qu'on fait sur les matériaux mis en œuvre. C'est des choix qui vont évidemment influencer la qualité expressive de nos bâtiments, mais aussi son bilan en termes énergétiques, la question des savoir-faire qui sont déployés pour les mettre en œuvre, des filières qui sont derrière, des qualités d'entreprise. Et alors Fourchambault, c'est un projet qu'on a commencé en 2012, avant en fait qu'on rencontre le bois, qui en fait a caractérisé beaucoup de nos projets suivants. Néanmoins, il y avait déjà ces attiques, par exemple, qui ont un certain nombre de qualités en termes de mise en œuvre, qui finalement rejoignent la pierre à bien des égards, notamment sur la question de en quoi se saisir de ce matériau permet à l'architecte de se ressaisir de la question du dessin, par exemple, et de la question de la mise en œuvre. Mais les rez-de-chaussée qui sont en béton cellulaire, par exemple, qui est évidemment un matériau éminemment moins noble que la pierre, mais qui est quand même extrêmement intéressant parce qu'il a cette même qualité, par exemple, c'est qu'il permet une réalisation de monomures non isolés. Donc c'est le même matériau qui résout la question de la structure et de l'enveloppe au sens thermique. Voilà. La différence, c'est qu'il exige d'être enduit. Mais par ailleurs, il a un bilan en termes d'énergie grise à sa réalisation qui est assez exemplaire, en tout cas. Voilà. Néanmoins, si on peut faire un bâtiment en pierre, franchement, à 1 000 € du mètre, moi je veux la recette. Hein. Je sais pas si je vais la vendre. On a l'impression qu'il y a évidemment, on n'a pas choisi vos opérations par hasard, et si Vincent Cornu était là, ça aurait fait la troisième. Elles sont toutes très spécifiques, liées au lieu, dans cette culture, en effet, qui est la vôtre, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On a l'impression que ce qui distingue l'une, c'est un travail sur la typologie, notamment du logement, et que là, c'est plus un travail de réflexion sur la construction, et voire même dans une sorte de... Tu as employé le mot de provocation tout à l'heure. C'est vrai que je me mets à la place de Bruno Fortier et de Frédéric Bonnet. Le toit à double pente, c'est vraiment là une sorte de... on sent que là, c'est un acte de résistance à la modernité. Et en fait, évidemment, c'est toujours plus subtil que ça. Donc, c'est assez intéressant que vous ayez expérimenté chacun dans un domaine différent sur une thématique, j'allais dire, très générique. J'aime toujours citer Roland Barthes qui disait soudain je me suis rendu compte qu'il m'était indifférent d'être moderne. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé il y a déjà une vingtaine d'années, c'est que ça m'est indifférent d'être moderne. Et que ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est de regarder l'intelligence des choses. Et la toiture... avec des tuiles en terre cuite, c'est un bouclier contre la chaleur et l'espace tampon qui est formé entre le plafond isolé du dernier étage et la toiture qui est au-dessus est un espace de tampon thermique, donc de protection par rapport à la chaleur et au froid.
Donc, ce simple constat me permet de dire, ben, soyons intelligents, évitons de faire des bêtises, et voilà, c'est tout. Donc, j'ai pas de considération sur la modernité, c'est pour ça que j'en débat pas, ou peu, ou je sais pas, donc la typologie. Alors dire qu'il n'y a pas de réflexion sur une typologie, je comprends bien dans son projet qui est extrêmement intéressant, justement, parce que de tenter de définir comment des habitants peuvent intégrer des logiques qui ne soient pas strictement individuelles, donc de les ramener quand même à ce que dans leur imaginaire l'individuel est, c'est une question effectivement qui est assez importante. Pour autant, nous on a fait un choix effectivement un peu radical, un peu aussi guidé par le maître d'ouvrage qui souhaitait d'abord atteindre des coûts extrêmement bas, parce qu'on est vraiment dans du social, hein, c'est-à-dire vraiment, et on a préféré sacrifier en quelque sorte à l'expression pour aller vers l'essentiel et permettre que ces habitants aient des logements avec des matériaux de grande qualité, du bois bien sûr, de la pierre, voilà. Est-ce que, puisqu'on est sur la culture constructive, dans ce domaine de la pierre, tu arrives jusqu'à déposer des ATEX, des choses justement d'expérimentation où c'est un discours qu'il faut oublier. C'est toujours une question amusante parce que effectivement, soudain, je suis arrivé en taxi de la gare de Lyon là, et je me suis régalé tout le long du parcours de voir tous ces magnifiques bâtiments en pierre massive qu'il y a à Paris. Enfin, c'est incroyable. Moi, je me régale tout le long. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on a pu oublier cet essentiel? C'est-à-dire que la ville, et notamment celle de Paris, mais pas que Paris, on peut prendre beaucoup de toutes les villes françaises, quelques exceptions près, où on a peut-être des constructions en bois, donc elles sont en pierre. Elles sont en pierre. Alors après, de dire on a besoin d'ATEX pour faire de la pierre, c'est toujours un peu rigolo parce que en fait, on construit depuis des millénaires en pierre. Ça tient debout d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a une partie du problème qu'on a. On l'a actuellement en Suisse en particulier, où les réglementations, on est obligé de passer par des essais sismiques, enfin des trucs extrêmement complexes. Alors que la totalité de la ville de Genève, puisque les projets sont à Genève, la totalité de la ville est construite en pierre, avec quelques bâtiments remarquables plus contemporains en béton, mais toute la ville ancienne est en pierre. La ville ancienne est même jusqu'au 19e, milieu du 20e. Donc la question de passer par des ATEX, non, il n'y en a pas besoin en fait. On n'est pas obligé parce qu'en fait, la construction en pierre appartient, on la trouve dans le DTU, qui s'appelle le DTU 20.1, qui définit les règles de construction en maçonnerie. Alors bon, il faut faire quelques petites entorses parfois. On se bagarre, hein, c'est sûr, hein, on se bagarre avec les ingénieurs, notamment pour la question du sismique, parce que évidemment, ils veulent bourrer du béton dans la pierre, ce qui est une erreur fondamentale, puisque à partir du moment où on met du béton dans la pierre, on la fait exploser, donc la pierre est morte. Donc moi j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à toujours construire en pierre sans jamais mettre de béton dedans. Enfin, je veux dire, par rapport aux questions sismiques strictement. Et j'ai remarqué que tu as beaucoup parlé de la référence des cités-jardins, notamment en parlant de cette opération de Varenne-Vosel, en effet inspirée par Howard. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que ton opération, on dirait une cité-jardin. Il y a quelque chose qui s'inspire de ce vocabulaire, de ces hiérarchies, et notamment, et c'est là que je voudrais vous emmener tous les deux, c'est sur la question des espaces intermédiaires. Parce que elle est là aussi, la vie, c'est les entre-deux, c'est ces espaces que vous avez montrés. Les projets ne sont pas les mêmes, mais on voit qu'il y a toujours une culture partagée de ces espaces. Comment vous avez défini ça? Est-ce que c'est avec les habitants? Vous allez me dire non, ils étaient peut-être pas encore déjà là, mais est-ce qu'il y a déjà eu un travail participatif, comme on dit aujourd'hui? Au contraire, c'était un travail assez classique avec un maître d'ouvrage qui savait ce qu'il fallait faire.
en tout cas un maître d'ouvrage, qui était disposé à explorer cette question-là. Justement, partant du constat, c'est quand même assez rigolo chez un bailleur social comme ça, dans un département de la Nièvre, qui a construit voilà, du logement collectif au sens classique du terme, avec tout ce que ça implique et qu'on connaît sur des typologies de bars, etc., où on est dans une logique économique d'immédiateté de la typologie, de répétition, etc., et qui justement, dans son process même, annihilait toute épaisseur en fait quelque part, et qui en fait en retournant sa veste avec les opérations que je citais dans les années 90 s'est mis inversement à produire du logement individuel, mais au sens de ce que peuvent produire les constructeurs, et qui sous ce joli en fait chapeau de maison individuelle finalement est assez pauvre en termes justement de séquence et d'épaisseur, parce qu'une fois qu'on a posé le pavillon au milieu de la parcelle, certes, il a ses 4 façades, certes, il répond à la logique d'archétype dont je parlais, mais finalement, ça rend pas plus qualitatif d'une certaine manière la question de qu'est-ce qui se passe au pied de ces 4 façades, en quoi ça articule. Je parlais de dimension spatio-temporelle, parce que c'est en même temps de l'espace et du temps, du je rentre chez moi, j'avance la voiture, je salue mon voisin, etc. Et en fait, tout le travail qu'on a mené avec la maîtrise d'ouvrage, c'était de dire est-ce qu'on est capable de mieux décrire ces situations, de leur donner une consistance, et donc, une fois qu'elles sont qualifiables avec des mots, de leur donner une consistance spatiale. Voilà, cette histoire de séquence d'entrée, de prolongement extérieur à des logements, mais qui peuvent être tantôt une terrasse, une terrasse extérieure, un jardin privatif, des dépendances aussi, le cellier, le cabanon de jardin, en fait, qui sont des choses extrêmement quotidiennes en fait, mais qui sont porteuses d'une poésie assez riche dès lors qu'on veut bien un petit peu regarder ce qu'elles peuvent contenir, et puis leur donner une forme en fait pour les accueillir. Et ça, c'est un travail sur lequel on s'est vraiment trouvé avec notre maîtrise d'ouvrage, je pense, parce que d'une certaine manière, eux-mêmes étaient assez insatisfaits de ces opérations un petit peu mimétiques par rapport à des constructeurs qu'ils avaient pu mener, même si initialement ils avaient pu penser que c'était ça la demande en fait. Parce que ce qui est intéressant dans la Nièvre, mais je pense que c'est des contextes que vous avez pu expérimenter aussi, c'est des endroits où il y a une telle déprise immobilière que les bailleurs sociaux d'une certaine manière sont en concurrence directe avec un constructeur. Les gens hésitent entre faire la demande d'un logement social ou prendre un prêt à la banque pour acheter un petit pavillon Phoenix à 90 000 euros. C'est tout à fait vrai, c'est une partie de l'opération effectivement sur Cornot-Barrieux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement on est dans une frange entre une densification de la première couronne qui se fait sur de l'ancien parcellaire individuel et qui commence donc à grossir à partir de la ville-centre. Et puis là, on est dans une deuxième couronne où les gens vont se trouver à distance du centre-ville et en hésitant entre effectivement s'acheter un terrain où ils vont faire leur maison au milieu du terrain, ou alors aller vers de l'individuel groupé. Et ça n'a pas marché, effectivement, dans la première, enfin, le promoteur qui s'est rendu compte assez vite que les gens, compte tenu des prix auxquels qu'il atteignait pour vendre ces maisons groupées, individuelles groupées, qui étaient à l'époque d'ailleurs sur 3 niveaux avec le garage intégré dedans. Enfin, il y avait tout un travail aussi sur la pièce en plus qui était au niveau du rez-de-chaussée, qui pouvait fonctionner comme un lieu soit d'activité, soit d'une personne qui venait vivre en plus ici dans la maison, etc. Donc il y a toutes ces réflexions-là qui n'ont pas abouti parce que effectivement les prix d'opération étaient trop élevés et les gens préféraient habiter en troisième, non je sais plus où j'en suis, 2, 3, enfin quatrième couronne où là c'est vraiment de l'individuel direct. Alors après pour revenir sur la question précise des séquences qui sont très il se passe que donc notre opération nous elle s'inscrit dans une opération d'ensemble. Donc il y a déjà eu au départ de la part des urbanistes un travail effectivement sur cette séquence qui va amener jusqu'à l'opération. Donc déjà sur l'ensemble de la ZAC, il y a une école, il y a des commerces, et ce grand parc urbain central, il y a des pénétrantes qui vont dans les bois, donc je les ai pas trop montrées, mais effectivement qui traversent le terrain, qui vont permettre effectivement d'infiltrer l'ensemble de l'opération pour lui donner un corps urbain, si je puis dire. Après, le travail pour nous s'est fait beaucoup effectivement sur ces séquences d'entrée, sur l'idée que
Je voudrais revenir aussi sur le problème de la référence à la Cité Jardin. Pour nous, elle est plus chez Tesseno que chez... Voilà, Tesseno, c'est vraiment pour nous l'architecte qui a su défendre une certaine modernité, mais justement sans tomber dans les poncifs de ces architectures lisses et belle blanche sous la lumière. Là, je sais plus, il y en a un qui a dit ça, je crois. Hein. Donc, le purisme, c'était pas chez Tesseno. Donc, et quand on regarde le travail de Tesseno, c'est une attention au moindre détail, c'est-à-dire la longueur du mur qui dépasse à l'extérieur, jusqu'à quel point il devient un élément qui enferme ou à quel point il devient un élément qui ne sépare pas. Donc il y a ce travail effectivement qui est dans ce qu'on a fait, qui suppose effectivement une grande précision. Le fait de travailler sur les terrasses extérieures qui sont travaillées avec une petite marge, là aussi du côté de l'entrée, on a aussi et tout ça se fait bien sûr dans une économie minimaliste, hein, c'est-à-dire que chaque pavé est compté, donc il faut le travail sur déjà ne serait-ce que de convaincre un promoteur privé, parce que c'est un promoteur privé qui a réalisé notre opération, hein, on n'est pas avec un opérateur public, donc chaque boulon qu'on met pour lui c'est un peu moins dans sa poche, donc il faut arriver à justifier chaque élément. Et ce travail sur les séquences s'est fait très en relation quand même avec tout le travail sur lequel je suis passé un peu vite au départ de Bruno Fortier et de Brasse, qui avaient fait un travail absolument remarquable de qualification de chacun des terrains en fonction de sa situation dans l'ensemble, en fonction de sa pente, en fonction du type de programme qu'il pouvait y avoir dessus. Donc il y avait déjà une définition assez forte de ces éléments d'urbanité, on va dire, qui vont permettre à l'opération de s'inscrire dans un ensemble, dans une continuité. Donc on voit bien ici, il y a des cheminements piétons dont j'ai pas parlé, qui passent entre les logements et qui vont permettre, par exemple, aux enfants d'aller à l'école, de traverser. Il y a un très beau chemin qui s'appelle le chemin de Talabot. Une des premières photos que j'ai montrées, on voit ces grands chênes avec l'église derrière. Ce cheminement va être utilisé pour conduire à l'école. Voilà, donc on a toute cette construction en fait assez fine qui s'est faite, mais moins sur notre travail. Nous, on était plus dans l'étape ultime, quoi. Hein, donc, ce travail sur l'épaisseur, effectivement, qui l'a très bien dit, des séquences, la séquence d'entrée, la manière de mettre la voiture, d'empêcher que la voiture, bloque la porte d'entrée, le travail sur simplement le cheminement, comment il est fait, avec quelle précision, la largeur du trottoir, quelle largeur on a, etc. C'est tout des éléments, la façon aussi d'intégrer quelques petits éléments collectifs comme les poubelles, par exemple. Bon, il y a des petits bâtiments qui sont aussi des éléments qui font partie du travail d'ensemble. Et donc un travail, j'allais dire prédestiné, hein, on voyait bien, c'est vrai que tu n'as pas bénéficié de ce même travail préalable comme l'ont fait Obras et Fortier, hein, c'est pas tout à fait la même situation. Alors, en l'occurrence, oui, c'est nous qui avons dû nous en charger. On travaille avec un paysagiste, la motrice, sur ce projet, qui a travaillé avec nous sur ces questions. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent se jouer à l'échelle de la clôture, par exemple. D'une certaine manière, j'en ai montré quelques éléments, mais voilà, aujourd'hui, peut-être avant de parler même d'architecture, en fait, et de qualité, d'expression architecturale ou de matériaux, il y a quelque chose qui se joue là. Une clôture, c'est peut-être pas seulement un grillage torsadé à 1,80 m de haut qui nous éloigne de notre voisin. Ça peut être une épaisseur végétale. Voilà, toutes les haies de bocage sont des écosystèmes extrêmement riches qui structurent le paysage, qui révèlent des topographies. Ça peut être épais pour empêcher d'accéder, mais relativement bas, ce qui fait que malgré tout, on a le regard, une forme d'aménité avec son voisin. Sans pour ça aller jusqu'à la haie de Troène, qui est quand même la marque de fabrique des lotissements en France, c'est justement, on peut être plus fin dans l'approche végétale. C'est ça que tu es en train de nous dire, que sur la lisière, peut se travailler en finesse.
Les clôtures que j'ai montrées avec du saule vivant, par exemple, tressé, c'est un travail dont je suis extrêmement fier, qui en fait constitue une épaisseur vivante et habitée pour des clôtures, et qui en plus est extrêmement élégant, parce que c'est vraiment un ouvrage de paysage au sens horticole du terme, mais même aussi un ouvrage technique comme une noue, par exemple, qui crée une distance entre un espace public, permet d'avoir une sorte d'immédiateté de relation entre un jardin arrière, par exemple, et un espace public, ce qui est a priori impossible. On aurait tendance à mettre, d'ailleurs dans l'opération c'était rigolo, dans le pavillonnaire dont je parlais, certains jardins étaient tournés au nord, c'est-à-dire en dépit du bon sens d'une certaine manière, avec le séjour au nord, juste pour échapper à cette relation de proximité avec l'espace public. Comme si il n'y avait pas de possibilité de travailler une lisière qui à la fois garantisse cette qualité d'ensoleillement, tout en ayant une sorte de distance domestique, quoi. Et ça, enfin, moi je pense que c'est un véritable enjeu, par exemple, par rapport à la question du permis d'aménager, qu'on a récemment gagné, en quelque sorte, avec l'obligation de recourir à notre métier et à notre discipline pour les réaliser, et qui peut-être se jouera moins sur des questions de production de forme architecturale, comme on peut le faire dans le cadre d'une production classique, que de savoir dessiner des limites, par exemple. Ouais. Ça, c'est un sujet. Absolument, oui. C'est certainement, c'est l'élément fondamental. Nous, c'était très dessiné, mais n'empêche que ça a été aussi une bagarre, même avec, par exemple, les haies intermédiaires étaient entre chaque terrain privatif était défini sur le plan donc des végétaux, enfin il y a un travail, donc le paysagiste de l'ensemble d'opérations c'était Michel Desvignes, donc il y avait aussi donc une sorte de catalogue d'accompagnement, je connaissais pas l'idée des saules vivants, mais je trouve ça superbe, donc c'est vraiment voilà, et il a fallu quand même un petit peu se bagarrer et voire même céder, parce que beaucoup de propriétaires. Alors c'est vrai que quand on définit une haie, avant qu'elle soit efficace, eh ben elle est pas bien grosse. Et effectivement, il y a des propriétaires qui ont commencé à mettre des barrières, chacun y allant de son truc, l'un des ganivelles pour le mieux, les autres grillages verts. J'ai même vu apparaître des grillages à plus de 2,50 m de haut parce que le propriétaire avait des gros chiens méchants. Donc voilà, enfin c'est aussi ça qui est difficile de gérer dans l'usage. Après, ici on n'était pas dans un usage, on dirait, géré par un promoteur social, mais par promoteur privé qui effectivement, une fois qu'il a eu fini son opération, il s'est pas suffisamment impliqué dans la définition d'un règlement de copropriété interdisant ceci ou cela, ou sans interdire, mais plutôt suggérant ceci ou cela de manière plus forte, quoi. Ça c'est un vrai enjeu qui est difficile à tenir, difficile. Alors avant de passer la parole à la salle, je voudrais vous demander votre définition de l'écologie constructive, parce que c'est un terme qui a envahi le discours politique, mais pour un architecte, qu'est-ce que ça veut dire que l'écologie constructive? Comment vous la définiriez, cette notion? Moi, je savais pas que ça existait, ça. Non, mais c'est joli. Oui, ça fait bien dans les discours, oui. Oui, c'est sûr. Moi, je sais pas. L'écologie constructive, c'est ce que doit faire tout bon architecte. C'est tout. L'architecture, c'est avant tout ça, c'est s'adapter au milieu. Donc, avec intelligence, avec sobriété. Donc, une fois qu'on a défini ça, on a défini tout ce qu'on doit faire, effectivement. Alors, peut-être qu'après, on peut y mettre qu'il faut essayer de préserver au mieux, enfin, c'est-à-dire d'atteindre les plus basses émissions carbone globalement. D'ailleurs, c'est un point qui va devenir, je pense, de plus en plus important dans le futur, si vraiment on veut essayer s'il y en a encore temps de sauvegarder la planète de sa transformation, mais ça serait effectivement de définir une norme interdisant d'aller au-delà d'une certaine émission de carbone quand on fait des bâtiments, mais autant à la construction, à la fabrication des matériaux, parce qu'on a toujours tendance à oublier qu'un matériau industriel, même s'il semble idéal sur le plan
écologique, si je puis dire, en amont, il a demandé énormément d'énergie pour être fabriqué, et puis qu'il va en demander énormément pour être recyclé. D'ailleurs, on devrait interdire tous les matériaux qui sont recyclables, parce que par définition, ça prouve qu'ils ont été mal pensés, puisqu'on est obligé de les recycler. Donc, il y a une erreur déjà à la base. Il faut surtout pas que les matériaux soient recyclables. Il faut qu'ils soient réutilisables, ce qui est complètement différent. Donc, ça peut être déjà une manière de définir une attitude environnementale. Tu es d'accord, j'imagine. Absolument. Absolument. Bien. La salle. J'imagine que ces exposés sur ces expériences locales très très intéressantes et puis ces échanges vous ont intimé quelques questions, quelques interrogations, messieurs. Vous parlez d'espace intermédiaire, vous montrez l'utilisation du sol comme séparateur. Est-ce que vous intégrez aussi la faune et gérez des espaces pour que la faune puisse circuler? Vous parliez tout à l'heure des chevreuils aussi. Donc je dirais en fait il y a la partie flore sur laquelle vous travaillez et vous prenez aussi en compte la faune. Et comment? Alors il n'y a pas trop de chevreuils, en tout cas j'en ai jamais vu. On a failli imaginer une gestion différenciée des espaces publics en ayant recours à des moutons, comme ça commence à se faire dans beaucoup d'endroits, notamment des propriétés d'État où on ne sait plus, justement dans une logique économique, entretenir ces espaces. Il se trouve que ça s'est pas fait jusqu'à aujourd'hui, mais ce sera peut-être un sujet dans un avenir proche, parce qu'en tout cas le bailleur était suffisamment sensible à cette question-là pour, en tout cas, l'imaginer, voilà, d'avoir des moutons comme ça qui se promèneraient librement au milieu de ces espaces publics. Mais en tout cas, parmi les mobiliers territoriaux dont je parlais, là, en chaîne massif, on a, en tout cas, puisque le projet a été soutenu par un appel à projet de la région qui était justement sur ces questions-là, de corridors écologiques, d'espèces endémiques et de vergers de sauvegarde, notamment en termes de patrimoine arboricole. On a travaillé sur ces sujets, et donc avec par exemple une plantation d'un verger qui est composé de variétés anciennes, de pommiers, de poiriers, etc. de la région, qu'on trouvait là un espace. Enfin voilà, on teste de les y replanter pour savoir s'ils sont capables de survivre autrement que dans des labos de l'INRA et dans des jolies boîtes, mais aussi donc des hôtels à insectes par exemple pour alimenter cette question-là d'une faune qui habiterait effectivement ces haies. Donc, et ça, en tout cas, voilà, on l'a mis en œuvre. Pour l'instant, c'est plutôt bien accueilli, avec quelques réticences, par exemple, à savoir un essaim d'abeilles à proximité d'un logement. Bon, je pense que le temps nous le dira. Comme encore une fois, les gens sont installés que depuis juillet, donc tout est frais, quoi. C'est des questions qui demandent un petit peu de temps long. Autre. Tout simplement, ça veut dire c'est le bilan carbone au départ de l'opération. C'est-à-dire, c'est un terme qui permet de comprendre l'énergie embarquée. En fait, c'est l'énergie grise, enfin une partie de l'énergie grise dépensée, enfin utilisée pour un bâtiment, juste à sa construction. C'est-à-dire que si à la construction, ton bâtiment a une très basse énergie grise, à ce moment-là, tu peux estimer que tu as peu d'énergie embarquée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est clair ou... Ça, c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est les chercheurs de l'école de Polytechnique de Zurich qui ont fait ces études, et c'est eux qui utilisent ce terme en disant que ce qui importe pour aboutir à une grande économie carbone sur un temps de 30 ans par exemple, eh bien ce qui compte c'est la faible énergie embarquée, donc c'est-à-dire la faible quantité d'énergie au départ. En l'occurrence ici,
il parlait de bâtiments de Pouillon, où la pierre a une énergie carbone très basse, enfin un bilan carbone extrêmement bas. Alors, à l'époque, les pierres étaient transportées par chemin de fer, donc ce qui donnait encore... Parce que les pierres qui ont été utilisées à Paris venaient de Fontvieille, hein, donc près d'Arles, donc dans le sud de la France. Donc, il y a une assez grande distance, mais transportée par chemin de fer, l'énergie dépensée est très faible. Et donc, l'ensemble de la construction, au départ, a très peu d'énergie, un très bas bilan carbone, donc une énergie fossile, parce qu'on parle d'énergie, on parle d'énergie fossile, bien sûr d'énergie fossile très basse, embarquée en quelque sorte, embarquée dans le bâtiment. Bonjour, Paul de Grélan, étudiant. Ça marche? Prenez le micro, ça marche, hein, mais mettez-le bien. Il faut l'enfoncer dans la gorge pour que ça... Dedans, ok. Bon. Paul de Grélan, étudiant en architecture à Marne-la-Vallée. J'ai une question pour Gilles Perraudin, en rapport avec la théorie de Rainer Banham sur l'architecture régénérative, sélective et conservative. Donc là, attendez, répétez, j'ai pas tout compris. Là. Parlez doucement et en articulant bien. D'accord. Alors, j'avais une question en rapport avec la théorie de Rainer Banham sur le mode de gestion, l'énergie utilisée dans les bâtiments pour maintenir le climat, l'ambiance, etc. à l'intérieur. Il décrivait 3 modes. Donc le mode conservatif. Par exemple, la grotte, le mode sélectif, donc par exemple une architecture biodynamique avec des baies ouvrantes, etc. Et régénérative avec la climatisation, le chauffage et tout ça. Et donc là, à travers votre architecture massive de pierre, vous intégrez plutôt le mode conservatif. Et je voulais savoir si vous aviez aussi une réflexion sur l'architecture sélective, non pas régénérative, mais sélective, c'est-à-dire intégrant des logiques de différenciation de fonctionnement été, hiver, ce genre de choses. Quelque chose qui soit plus modulable. Oui, absolument, on intègre ça. C'est-à-dire que l'été, par exemple, on peut ouvrir les fenêtres, et puis l'hiver, on les ferme. Donc, oui, ça marche vachement bien, oui. Bien sûr. Oui. En référence avec l'architecture de Glenn Murcutt, par exemple, qui du coup est beaucoup plus légère, mais beaucoup plus flexible, certainement. Alors, Glenn Murcutt, il faut déjà peut-être le remettre dans son contexte. C'est l'Australie. Bon, il se trouve que j'ai visité une de ces maisons. Alors déjà, c'est souvent des maisons, celle que j'ai visitée, c'est une résidence secondaire qui est située au milieu des bois, dans un climat où finalement on n'a pas tellement besoin ni de chauffer, ni de trop rafraîchir, donc il a une très faible inertie des murs, donc ça marche. Il faut toujours le voir par rapport à ce contexte. Je ne connais pas toute l'œuvre de Glenn Murcutt, bien sûr, mais je suis sûr que dans d'autres cas, il a su utiliser l'inertie thermique. Là, cette définition, enfin moi je connais pas Rainer Banham, c'est ça, non? Donc essayer de définir et de catégorier, ça m'indique rien à moi qui suis architecte. Moi j'ai fait un choix, c'est celui de, j'allais presque dire du bon sens. Depuis le début de l'humanité, j'allais dire, les hommes ont compris que ce qui était important, c'est la thermique d'été. C'est ça qui est intéressant. Or, aujourd'hui, on a complètement pris le problème à l'envers. On parle que de thermique d'hiver, donc on se gourre complètement. Parce que, pour une raison extrêmement simple, pourquoi est-ce qu'il ne s'intéressait qu'au problème de ne pas avoir trop chaud? C'est parce que c'est extrêmement difficile de faire du froid, alors que faire du chaud, c'est extrêmement facile.
D'ailleurs, je suis sûr qu'ici, au bout d'un moment, on aura trop chaud, hein, parce qu'on est des machines. On est des machines à produire de la chaleur. Donc, c'est assez simple. Hein, si on veut avoir chaud, on se met à deux sous une couette et ça marche, hein, je vous jure. L'hiver, par exemple, quand il fait froid, ça marche vachement bien. Donc, il suffit de se serrer les uns contre les autres pour avoir chaud. Ou alors mettre un pull ou deux. Par contre, pour avoir frais, c'est plus difficile. Et donc, c'est pour ça que les hommes, depuis toujours, font des constructions à forte inertie, donc avec des matériaux qui permettent justement d'emmagasiner la fraîcheur qui se trouve souvent la nuit et qui va ensuite, la journée, permettre de tempérer les habitations. Il y a de rares cas, bien sûr, il existe des cas de faible inertie qui sont plutôt ce que j'appelle moi les zones littorales, puisque ce sont celles qui sont naturellement équilibrées par l'eau, par la présence de l'eau. Donc on a des faibles différences de température entre la nuit et le jour, et donc on peut travailler avec des structures légères, des bâtiments légers. Mais ensuite, dès qu'on commence à être à l'intérieur, avec donc des différences de température jour-nuit, il faut travailler avec des fortes inerties. Donc voilà, moi je raisonne simplement comme ça, et tout dans le monde me montre que ça fonctionne comme ça. Je parle des architectures traditionnelles construites par nos ancêtres à un moment donné où ils avaient zéro énergie fossile à dépenser, donc il fallait qu'ils arrivent à trouver le confort sans avoir de dépenses énergétiques. Oui, ça marche? Oui. J'ai une question moins philosophique pour Gilles Perrodin. Je voulais juste savoir comment vous arrivez à vous en sortir avec toutes les réglementations thermiques. Mais vraiment techniquement, vous faites quoi? Vous l'avez vu sur les plans, on est obligé d'abord on essaye de raisonner intelligemment au niveau des constructions. C'est pour ça que j'ai parlé de cette grande compacité avec tous les murs de forte inertie. Les murs de refend à forte inertie sont à l'intérieur, donc on les isole pas. Mais par contre, effectivement, on est obligé d'avoir des isolants. Quand on veut bien regarder, la proportion d'isolants qu'on met sur les murs est extrêmement faible, puisque on isole simplement, bon, si on prend le cas d'un bâtiment ventilation traversante nord-sud, on a des baies qui sont au nord, le sud en général, alors pas dans les cas des maisons individuelles qu'on a fait, mais dans des collectifs, sont entièrement vitrés. Donc on n'a pas d'isolant au sud, on n'a pas d'isolant sur les murs de refend intérieurs, et on a très très peu d'isolant au nord, puisqu'on a les baies qui déjà suppriment une très grande partie de l'isolation thermique. Donc en fait, cette question de l'isolation thermique, d'ailleurs, elle est sur les murs, elle est imbécile, puisque on sait que la déperdition par les murs est faible, et je crois que c'est 12% hein, par rapport à la toiture. Donc il est beaucoup plus intéressant et important de se préoccuper de ce qui se passe en toiture, plutôt que de se préoccuper de ce qui se passe sur les murs. Parce que les doublages isolants par l'extérieur, hein, on a vu ce que ça a donné sur des tours en Angleterre, hein, et j'ai vu d'autres bâtiments flamber aussi avec des doubles façades. Hein. Il faut que vous soyez très préoccupés de cette question. L'isolation par l'extérieur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe surtout sur le long terme. Dans 10 ans, dans 15 ans, il faudra refaire tous les bardages, tous les doublages par l'extérieur. Donc on voit la dépense énergétique qu'il faut introduire. Alors je ne sais pas si je satisfais à votre question, mais la réglementation thermique, on essaye de biaiser constamment avec, mais on ne peut pas y arriver puisque sinon on est condamnable. Il faut savoir qu'en tant qu'architecte, vous êtes condamnable. C'est-à-dire si le client vous fait un procès pour dire vous n'avez pas atteint les objectifs de la réglementation, vous êtes condamnable. C'est-à-dire on vous coupe la tête. Il y avait d'autres questions là. Ça marche. Bonjour. J'ai une question pour tous les deux qui traite de composition urbaine. On a fait un constat sur l'ensemble des villes nouvelles qu'on a pu construire il y a 50 ans vis-à-vis de leur manque de flexibilité et d'adaptation aux évolutions des structures familiales et à leur manière d'être composées sous forme de nappes. Aujourd'hui, il me semble que le modèle de maison partagée se rapproche un peu de ce pavillonnaire qui est très critiqué, qui a été très critiqué, mais qui est en même temps extrêmement
souhaité par une grande partie des Français. Donc ma question est la suivante, en quoi ce que l'on fait aujourd'hui est différent de ce qu'on a fait il y a 50 ans et comment on accompagne à travers ces questions de flexibilité et voilà, dans un projet collectif urbain moderne, enfin contemporain. Guillaume ? Je suis pas sûr d'avoir totalement compris la question, mais enfin, en tout cas, il y a une première différence majeure qui m'apparaît, c'est la question des infrastructures. Tout l'urbanisme de Dalle, son premier grand écueil, si on peut dire, en termes d'écologie, d'énergie embarquée, excuse-moi, c'est de réaliser un socle infrastructurel qui est, du coup, en termes d'investissement, en termes d'énergie et de coûts, verrouille déjà totalement les choses et devient ensuite un support qu'on peut plus remettre en cause, ou en tout cas difficilement, on le voit bien dans les opérations qui visent à le remanier. Donc déjà, en tout cas dans les opérations qu'on a vues aujourd'hui, on est dans un rapport d'immédiateté au sol qui en tout cas rend beaucoup plus légère l'impact en termes de fondation des opérations dont on parle. Maintenant sur la question de l'évolutivité qu'on voit fleurir de plus en plus chez les bailleurs sociaux et les promoteurs, du reste, vendre cette idée de l'évolutivité à leurs clients ou locataires, elle est loin d'être si évidente que ça. D'abord pour une première raison, enfin on le voit chez Aravena en fait d'une certaine manière, qui a été pris de cœur avec une idée comme ça d'une architecture qui permette des extensions, une trame constructive sur deux d'une certaine manière, qui pose en fait des questions à la fois très complexes et très simples, administratives en fait. Nous, notre métier, c'est de déposer des permis de construire qui garantissent de l'aspect extérieur d'une construction. Comment on fait pour permettre que cette construction ait justement un aspect qu'on ne maîtrise pas sur la moitié de sa surface après 2 ans, 5 ans, etc. Bon. Donc, en fait, presque ça interdit justement cette pratique-là. Ça pose la question de l'intégrer à l'intérieur du volume, donc de produire des volumes capables plus grands que les volumes habités. Et en fait, là encore, l'architecture de Gilles est exemplaire de ça. Franchement, une fois qu'on a fait le gros œuvre, une fois qu'on a produit la structure, une fois qu'on a produit le mur, l'espace il est là. Alors pourquoi, à part faire du bénéfice au promote parce qu'il va vendre ça comme une TMA, ne pas l'offrir comme un espace supplémentaire au locataire ou à son résident? La question de la pièce en plus. Alors, nous, la question de la pièce en plus, elle apparaît à partir du moment où le promoteur le décide. Là, je travaille sur des opérations en Suisse qui sont donc sur des financements qui sont des modèles très différents de la France, puisque ce sont des coopératives. Et effectivement, on a cette question de la pièce en plus. C'est-à-dire, on prévoit dans le programme des pièces en plus, soit c'est des terrasses, soit c'est des chambres, soit ça peut être aussi des locaux d'activité, etc. Chose qui existait dans des opérations dans les années, les années 60, où on avait ce qu'on appelait le local collectif, je sais plus quoi, enfin... oui, local collectif résidentiel, voilà. Donc, qui était un espace en plus donné aux habitants. Alors après, la question de l'évolutivité, effectivement, il a raison de souligner que c'est une sorte de tarte à la crème, parce que qui peut aujourd'hui savoir ce que dans 20 ans ou dans 30 ans l'évolution de la société va demander, hein? Est-ce que on sera tous, je sais pas, pour prendre un exemple caricatural, est-ce que ça va être des familles des couples à 3 ou des couples à 2 ou des couples à 1, voilà, je sais pas moi, pas trop de... Enfin, j'ai des idées, mais c'est les miennes sur la question. Mais pour ce qui est de l'évolution... alors nous, on a une façon d'y répondre qui est simple et qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire que les maisons ou les bâtiments qu'on fait, on tâche de les faire pour qu'ils soient réutilisables. Donc c'est très simple. Les maisons qu'on fait par exemple en pierre, il suffit de les redémonter et on peut refaire autre chose avec. C'est-à-dire si dans 30 ans on dit c'est plus du tout adapté, ben on peut redémonter le bâtiment très facilement et le réutiliser directement. C'est très simple. Et puis ça donne du boulot aux générations futures. Autre question? Alors, une question pour tous les deux.
On a vu que vous êtes emparé d'une question qui est celle du lotissement, qui est en fait une question que je trouve pas forcément très abordée par les architectes aujourd'hui. On connaît très bien la maison individuelle, mais voilà, la maison groupée ou un lotissement n'est pas quelque chose de courant. Est-ce que vous pensez faire partie d'une certaine exception, ou est-ce que ça a tendance à se démocratiser au sein des architectes, aussi des maîtrises d'ouvrage, et peut-être au sein du grand public qui est en train de se dire qu'il n'y a pas que la maison Phoenix ou Élan, mais qu'on peut, grâce à un architecte, faire partie d'un lotissement et avoir une maison qui, on va dire, a une esthétique peut-être un peu plus recherchée? Je rebondis sur la question. Est-ce que finalement cette question de la maison groupée est une idée d'architecte qui est justement proposée aux bailleurs ou aux promoteurs, ou bien c'est vraiment une demande justement d'une diversité de l'offre à travers cette façon de vivre dans l'espace public? Alors peut-être que la question, elle a déjà été soulignée tout à l'heure. C'est que déjà les architectes ne se préoccupaient pas des lotissements parce que de toute façon ils n'étaient jamais missionnés ou mandatés pour s'en occuper. Donc aujourd'hui la situation a évolué effectivement, où il y a une obligation. Alors je sais pas quelles sont les limites, mais il y a une obligation aujourd'hui de faire appel à un professionnel architecte, tout au moins, pour dessiner des lotissements. Donc on va assister probablement à une vraie réflexion des architectes sur cette thématique. Après, la question, moi je la pose peut-être un peu différemment. Il faut savoir que je crois qu'on est combien sur Terre? 7 ou 9? Non, 7 milliards. Dans 50 ans, on sera 9. À la fin du siècle, on sera 11 milliards d'individus. Si on continue à utiliser les espaces cultivables pour y construire des habitations, on est mort. On est mort. Il faut le savoir, c'est un constat très simple. Aujourd'hui, on sait que pour nourrir un individu, il faut 2000 mètres carrés de terre cultivable. Aujourd'hui, on est en dessous. C'est-à-dire, c'est des statistiques qui datent même quand on était 6 milliards. Quand on était 6 milliards d'individus sur Terre, on est en dessous des 2000 mètres carrés pour faire une culture, on va dire, sans enrichissement artificiel ou chimique. Ce qui veut dire que déjà aujourd'hui, ce qui nous nourrit est obligatoirement chimique. Parce qu'on ne peut pas nourrir la planète entière avec les surfaces cultivables qui sont aujourd'hui disponibles. Demain, ça sera encore pire, et après-demain, encore pire, et d'autant plus pire que non seulement on sera à 11 milliards d'individus, mais c'est qu'en plus, les terres cultivables seront encore diminuées par le fait des montées des eaux. Il y a énormément d'endroits dans le monde aujourd'hui où la montée des eaux est telle qu'elle va entraîner des déplacements de population considérables et on n'aura rien pour les nourrir. Donc cette question du lotissement ou de l'habitat groupé, je trouve ça presque... C'est un débat has-been, quoi. Enfin, je veux dire, c'est fini. C'est fini. Vous vous rendez pas compte qu'aujourd'hui c'est fini. Si on construit, si on continue à construire et à occuper les surfaces cultivables, alors je sais que malheureusement j'ai commis ça, puisque en construisant à Cornebarieux sur des terrains cultivables magnifiques, on a perdu des surfaces nécessaires pour nourrir le monde. Donc c'est pour ça, je suis désolé, mais la question elle se pose aussi quand même globalement en ces termes. Guillaume? Gilles a raison, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le rêve pavillonnaire, quand même assez unanimement dans la société, en tout cas chez les gens qui opèrent au niveau des règlements d'urbanisme, etc., il est acté que c'est quelque chose une richesse qu'on peut plus se permettre parce qu'elle met en péril d'autres questions, notamment liées aux mobilités urbaines, etc. Et inversement, on le sait bien, on vit pas tous en ville. Et il y a un intérêt relativement récent à la question des territoires périurbains. Je veux dire, Venise, sa précédente édition, où effectivement on commence à braquer les projecteurs sur ce genre de questions qui a priori n'étaient pas les terrains phares des architectes. Et pourtant, c'est les terrains sur lesquels on est amené à
à opérer. Aujourd'hui, manifestement, il y a une commande qui est de plus en plus expresse de la part des maîtres d'ouvrage sur ce genre de sujet. C'est-à-dire que non, ils sont pas en train de commenter un immeuble d'habitat collectif dans un territoire urbain dense. Et pour autant, non, ils ne veulent plus faire du pavillonnaire au sens où les constructeurs classiques peuvent les pratiquer. Donc oui, de fait, je pense, les architectes vont répondre à cette commande et donc l'investir. Encore. J'avais une question sur votre expérience, Monsieur Perrodin. Vous avez construit au début des bâtiments assez légers, comme l'école d'architecture. On a eu ensuite des bâtiments en terre. Ensuite, vous êtes arrivé sur la pierre. Est-ce que vous êtes à la recherche encore de nouvelles dimensions et dans la construction? Je crois que dans l'ordre, la terre est venue en premier. Oui, si ma mémoire est bonne. Alors, premièrement, la terre est venue en premier. Ensuite, l'école d'architecture n'est pas un bâtiment strictement léger. Au contraire, il oppose même un soubassement très lourd à une structure légère pour équilibrer justement par l'inertie thermique. C'était même une demande qui était faite dans le programme. Ensuite, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. La pierre, c'est ça? Ouais. Alors aujourd'hui, je suis de plus en plus en Afrique et je travaille effectivement à essayer de faire en sorte que l'Afrique ne devienne pas un désastre. Parce que s'il y a vraiment un sujet qui devrait vous intéresser, vous tous, c'est l'Afrique. Parce que c'est là qu'on attend le plus de population dans les décennies à venir. La culture constructive est absolument désastreuse. Il y a un enjeu considérable. Donc aujourd'hui, effectivement, et je suis en train de créer des sessions de travail et de formation au Sénégal, dans un endroit qui s'appelle le Sine Saloum, pour ceux qui connaissent, qui est un des plus beaux deltas du monde, protégé, et donc on va créer là-bas un enseignement justement sur les matériaux écologiques, dont bien sûr la terre, mais pas simplement la terre, la pierre, le bois, tous les végétaux, pour essayer de faire justement, de créer une architecture contemporaine qui soit une réponse effectivement aux enjeux du futur. Si vous aviez lu cet été, il y a eu une série d'articles dans Le Monde qui parlent justement de l'urbanisation de l'Afrique, et il y a des questions qui sont absolument fondamentales qui se posent, qui sont 10 fois, 100 fois les petites questions qu'on peut se poser ici sur le développement urbain et autres, parce que là-bas les villes, elles croissent à une vitesse mais qu'on n'imagine pas. C'est avec une école d'architecture que cette réflexion est poussée, ou bien c'est avec des acteurs économiques? J'ai démissionné de mon poste de professeur des écoles d'architecture parce que je considérais que c'était une impasse. Donc non, je fais ça à titre... Mais ce soir, les étudiants sont là, donc ça va. Non, on fait ça avec une association qui s'appelle l'Académie de la Pierre, et qui organise régulièrement donc des stages de formation. Cet été, on a fait un stage dans la plaine de la Bekaa, au Liban. Donc on a construit, un ouvrage devrait paraître prochainement, où on a construit un pavillon entièrement en terre, en bois et en pierre, qui sont les matériaux traditionnels de la plaine de la Bekaa, et pour montrer justement, et avec des étudiants, donc il y en avait moitié des étudiants européens, puis une moitié qui étaient des Libanais, et on travaille à enseigner justement une autre démarche, une autre pratique, une autre attitude et une autre éthique en fait globalement, fondamentalement. Ce sera la dernière question. Bonsoir, Louva Pellier, étudiante aussi en école d'architecture. Moi j'avais une question en particulier pour Gilles Perrodin sur du coup le travail de la masse, donc le fait que ce soit un mur complètement en pierre massive. Donc c'est une double question. La première c'est comment est-ce que vous gérez les flux, donc qu'il s'agisse de l'eau, des eaux usées comme l'eau pluviale, etc. à l'intérieur du bâtiment. Et secondement, est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous souhaitez travailler avec des boîtes préfabriquées, cuisine et salle de bain, et est-ce que vous pensez que cette technique aurait de l'avenir?
Ouh là là, c'est une question extraordinairement pointue et technique. Bah, pour ce qui est des évacuations des eaux pluviales, je crois qu'on fait comme tout le monde. On a une toiture, on a de l'eau qui s'écoule par des descentes d'eau pluviale et qui est évacuée dans le réseau. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Hein. Je vois pas en quoi la pierre peut entraîner une distinction particulière à ce niveau-là. Intérieur ou extérieur? Alors, il se trouve que dans beaucoup de cas, j'ai intégré la descente d'eau pluviale dans l'épaisseur des murs, mais pas toujours. Pas toujours. En général, non. Je fais toujours ça à l'extérieur. J'évite d'avoir des descentes d'eau pluviale à l'intérieur. C'est une erreur. Faut pas mettre les descentes d'eau pluviale à l'intérieur du logement, parce que vous allez être obligé d'abord de les doubler, de les isoler, puisque vous allez mettre en contact une atmosphère extérieure avec un milieu intérieur, donc vous allez avoir tous les problèmes possibles et imaginables, les condensations et autres, donc il va falloir les doubler, les isoler, vous avez les bruits aussi, etc. Donc moi je les ai intégrés dans l'épaisseur des murs parce que la masse du mur était suffisante pour me permettre d'intégrer ces éléments. Mais en règle générale, je mets toujours mes descentes d'eau pluviale à l'extérieur. Donc dans les blocs préfabriqués, il y en a certains qui sont numérotés avec une saignée à l'intérieur. Ah, mais quand vous parlez des blocs, vous parlez des quoi? Des blocs de pierre? Oui. Ah, d'accord. Oui, et alors, qu'est-ce que vous avez contre? Quand vous dites que... Non, pardon. C'est juste que je suis pas sûre de comprendre. Donc vous faites une saignée dans certains des blocs qui sont en fait un mécano, et dans cette saignée, vous y placez votre gouttière. Enfin, comment ça se fait? Oui, il y a des blocs où j'ai des trous dedans qui ont été définis à l'origine et qui permettent de descendre la descente d'eau pluviale. Oui, absolument, oui. Vous avez remarqué ça sur les blocs, c'est bien, bravo. Donc, oui. Et éventuellement, du coup, sur la question à l'intérieur, comment vous gérez du coup les évacuations des eaux de cuisine et des eaux de salle de bain? Comme tout le monde. Hein. Donc pareil, avec une saignée en... Tu fais la gravité. Voilà, on a des réseaux gravitaires qui permettent et on passe... Ah, mais les murs en pierre, ça se traverse facilement. Hein. Faut pas penser que c'est des forteresses infranchissables. Hein. Non, il y a des trous... Alors, on descend l'eau pluviale, on la fait passer au niveau du plancher, on la passe sous le plancher, puis on l'évacue à l'extérieur. Par gravité, c'est-à-dire avec une petite pente. Je sais pas, ça répond à votre question? Oui. Bon, ça, on voit que dans les écoles, hein, ça manque de cours de construction. Hein. Oui, je pense qu'il va falloir que tu reviennes dans les écoles pour une académie de la pierre. Oui, mais il faudrait que je sois ministre à ce moment-là, ministre de l'enseignement de l'architecture. Je vais le réconcilier avec les écoles, je vais l'emmener, moi aussi je vais à Dakar avec l'école d'archi de Versailles, avec le collège universitaire de Dakar, on va faire un truc ensemble. Voilà, ça va être sympa. Parfait, ben voilà, on va se retrouver là-bas. Bien, je vais remercier Gilles Perrodin et Guillaume Ramillien. Je voudrais... Évidemment, le débat n'est pas clos. Vous avez bien compris que l'urbanisme, l'architecture, la construction, c'est un débat permanent ici, au sein de la plateforme. La plateforme, vous êtes Facebook, j'imagine que vous manipulez. Facebook, c'est donc l'outil, vous avez toutes les informations. Je voudrais vous dire que demain soir, il y a ici un grand débat sur Saint-Nazaire, un rendez-vous métropolitain avec Carles Siop, donc l'un des grands architectes urbanistes de Barcelone, qui va venir expliquer comment il fait le nouveau projet urbain de Saint-Nazaire. Et puis, je voudrais que vous inviter à venir le 2 octobre pour écouter un jeune architecte colombien dans le cadre de l'année de la Colombie en France, qui s'appelle Manuel Villa, et qui va vous expliquer comment là-bas aussi les jeunes architectes se débattent avec ces questions de construction, de climat, et évidemment pour installer la société sous ces tropiques. Donc c'est le 2 octobre. Je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous.